Bonjour à tous. Avant de s'intéresser aux échanges entre Napoléon Bonaparte, empereur des Français, et Clemens von Metternich, le diplomate autrichien, on va d'abord parler de la réputation de Metternich, connu sous le nom de séducteur diplomate. En effet, il a eu trois épouses autrichiennes, trois maîtresses russes et trois maîtresses françaises. Mais le diplomate autrichien est aussi un véritable séducteur en politique, capable de charmer ses interlocuteurs pour atteindre ses objectifs. Quand la famille de Metternich s'installe à Vienne en 1794, il entreprend de se marier à Eleonore Konitz, bien qu'il ne la trouve pas séduisante. Il est plutôt attiré par la renommée de sa famille. En effet, le grand-père de Eleonore fut un grand diplomate pendant près de 40 ans et il réussit à devenir chancelier d'Autriche. Ce sera un mariage de raison qui permettra à Metternich d'accéder à des postes importants après la mort de son beau-père en 1797. En 1801, il est nommé ambassadeur d'Autriche à Dresde, situé dans la province de Saxe, puis en 1805, il est envoyé à Berlin. Pendant ses fonctions, il développe son charme personnel. Il se fait remarquer par les élites prussiennes grâce à son élégance, sa manière de séduire, plutôt par le raffinement que par l'agressivité. Il flatte, il écoute, puis il oriente subtilement. Il tente de séduire la cour de Berlin en présentant le danger de Napoléon et la nécessité d'un front commun. Le projet était bien présenté, mais malheureusement, il n'a pas eu de succès. Clément Metternich arrive à Paris en août 1806 pour rencontrer Napoléon. Lors de leur premier entretien, le diplomate autrichien remarque aussitôt l'organisation de son intelligence, la grande simplicité de la marche de son esprit. Napoléon saisit les objets par leurs points essentiels. Il les dépouille des accessoires inutiles. Il développe une pensée rectiligne qui va droit au but. L'une de ses tournures de phrases habituelles est de dire: Je vois ce que vous voulez. Vous désirez arriver à tel but? Eh bien, nous allons droit à la question. Le principe de légitimité comme fondement du pouvoir politique est le thème de nombreux dialogues entre Metternich et Napoléon. L'empereur donne une explication sur le trône vacant de Louis XVI. Si je lui étais à sa place, la révolution ne serait jamais consommée. Le roi tombé, la République s'est emparée du sceau de la France. C'est elle que j'ai déplacée. L'ancien trône était enseveli sous les décombres. J'ai dû en fonder un nouveau. Pendant 3 ans, Metternich reste un spectateur impartial dans une ambiance tendue, car les relations entre la France et l'Autriche sont glaciales mais encore en paix. Metternich entretient des relations prudentes mais intelligentes avec des hauts dignitaires français comme Talleyrand. Napoléon lui-même ne le prend pas au sérieux, le considère d'ailleurs comme non menaçant. L'Autriche va prendre l'exemple héroïque de l'Espagne et profiter de l'enlisement de Napoléon dans ce pays pour arrêter le conquérant. Elle prépare une offensive avec une armée de 200 000 hommes, donc 100 000 réservistes. Metternich est de retour à Paris en janvier 1809. Ses moindres gestes sont surveillés et pendant le conflit, il a un statut de diplomate prisonnier qui l'empêche de quitter la France. Après la défaite des Autrichiens, il est nommé ministre des Affaires étrangères pour rester aux côtés de l'empereur autrichien et pour négocier un traité de paix avec la France. En tant que ministre, il jouera sur deux tableaux en se basant sur un idéal qui reconstruit une communauté d'États d'équilibre. Il maintiendra toutes les options ouvertes sur l'échiquier international pour l'Autriche. D'un côté, le gouvernement de Vienne soutient le blocus français contre l'Angleterre. De l'autre, il maintient des relations diplomatiques avec Londres et Saint-Pétersbourg en cas d'invasion de la Russie. Il arrange un mariage politique entre Napoléon et Marie-Louise, la fille de l'empereur d'Autriche. Entré à Moscou en septembre 1812, Napoléon doit battre en retraite en octobre. Il est alors battu en Russie. Pour Metternich, l'heure du retournement de Vest approche. Le ministre autrichien va se lancer dans une très longue et très lente manœuvre. C'est en effet un calculateur qui préfère user l'adversaire plutôt que par un coup d'éclat audacieux. Face au conquérant aux prétentions universelles, il va se dresser un nombre de raisons et de mesures, guidé par le principe de légitimité. Il dit lui-même qu'ils étaient deux adversaires. Nous avons passé des années ensemble comme à une partie d'échecs, à nous épier, nous effonçant, moi de le mettre en échec et mat, lui de m'écraser avec les pièces de l'échiquier. Après son repli, Napoléon craint l'invasion russe en Europe et il demande le soutien de l'Autriche. Il rédige des lettres. La première répond aux exigences de Napoléon. L'Autriche mobilisera 100 000 hommes. Cet effort sera le levier de la médiation de l'Autriche. Par un tour de magie, le diplomate a floué Napoléon, car l'Autriche détaille dans une lettre ses décisions stratégiques. La force des 100 000 hommes ne doit servir qu'à la défense de l'Autriche. Les troupes se retirent de Cracovie, laissant la route de la Pologne libre aux forces russes. Jeu de pervers du diplomate, l'affection débordante de l'Autriche paralyse Napoléon. La médiation autrichienne isole progressivement la France, car Metternich déplace ses pions vers les autres puissances, à commencer par la Prusse et la Russie. Le double jeu de l'Autrichien suscite l'incompréhension de la France, mais aussi l'impatience des Alliés. Le tsar exaspère devant le jeu diplomatique de l'Autriche. Il veut que l'Autriche participe enfin à l'offensive militaire des Alliés, mais elle fait bien de comprendre qu'au moment venu, elle se rangera du côté des Alliés. Car la guerre ne se gagne pas uniquement grâce à l'enthousiasme populaire,
Elle demande une résolution froide, une mobilisation réfléchie des ressources disponibles. Napoléon invite Metternich à son palais Marcolini. La discussion devient intéressante. L'Autrichien ouvre le bal. La paix et la guerre sont entre les mains de Sa Majesté. Le sort de l'Europe dépend de vous seul. Pour assurer la paix de l'Europe, il faut que vous rentriez dans les limites avec le repos commun ou que vous succombiez dans la lutte. Napoléon refuse de céder à quelque territoire que ce soit. Sa légitimité est menacée, car il dit bien qu'il est un soldat et que sa légitimité repose sur sa force. Sa domination s'arrête au moment où il n'est plus craint. Napoléon se met en colère. J'ai grandi sur un champ de bataille. Un homme comme moi ne se soucie peu de la vie d'un million d'hommes. Metternich lui répond aussitôt. Vous vous souciez peu de la vie d'un million d'hommes? Pourquoi le dire entre quatre murs, face à un seul témoin? Ouvrons les portes, que vos paroles retentissent d'un bout à l'autre de la France. Nous voyons bien leurs effets sur la cause que vous défendez. Ce dernier entretien à Dresde, entre les deux hommes, n'aboutira pas à une entente cordiale. La divergence est profonde. Metternich prêche à la modération. Il veut conduire une guerre qui pousse l'ennemi à négocier. Il a pour but le retour de l'équilibre européen, tandis qu'Alexandre veut une guerre totale et une victoire écrasante. Dans ce jeu diplomatique, Metternich craint que le tsar étale sa présence au centre de l'Europe. De ce fait, l'Autrichien tente de ralentir la progression des armées alliées. Puis le ministre français des Relations extérieures, Caulaincourt, souhaite négocier la paix, signe de l'impuissance de la France napoléonienne. Aucune tentative n'aboutit. Caulaincourt rend alors visite à l'empereur François pour rappeler les liens qui les attachent, car sa fille est mariée avec Napoléon. Mais indécis dans ses devoirs de souverain, il délègue toute la responsabilité à Metternich. Napoléon est militairement battu, Paris a été occupé par les Alliés, et il est obligé d'abdiquer sous la pression. Mais maintenant, quelle paix conclure avec la France? Metternich indique aux Alliés le chemin à suivre. Ou bien la paix sera dictée par le désir de se venger de la France, ou bien elle sera inspirée par le dessein d'établir un équilibre aussi parfait que possible entre les puissances. On assiste là à la condamnation du système de conquête et aux aspirations des monarchies universelles. Le traité de Paris donne une première esquisse de la distribution des territoires conquis par la France. Le royaume des Pays-Bas est replacé sous la souveraineté de la Maison d'Orange.